Europe Le 1. journal de 6h30, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Rima Hassan est-elle à l'origine d'une fatwa numérique? C'est en tout cas l'avis de l'imam Chalgoumi, visé dans une récente publication de l'eurodéputé LFI sur ses réseaux sociaux. Le religieux pris à partie en raison de sa vision de l'islam et de ses positions pro-Israël décide de porter plainte. Jean-Baptiste Marty, que contient le message en question? Sur ce tweet, 3 noms superposés. D'abord Balti puis Slaoui, 2 influenceurs de confession musulmane qui n'épousent pas les idées de Rima Hassan sur Gaza. Et puis le 3e nom, Chalgoumi, imam qui défend un islam modéré avec une horloge à côté de son nom. Un tweet menaçant selon Jonas Haddad, avocat de l'imam Chalgoumi, qui a donc porté plainte. Le motif de la plainte, c'est l'incitation, si vous voulez, à la violence. Ça peut être également la menace, puisque c'est une menace très très claire qui a été portée. Et ça peut être aussi une incitation à des homicides ou d'autres choses. Plusieurs interprétations à ce tweet sont possibles. Par exemple, que les heures de l'imam sont comptées. Pour maître Jonas Haddad, en faisant cela, Rima Hassan cherche à mettre une cible dans le dos des musulmans trop modérés à son goût. Ce qui est en train de faire là Rima Hassan cet été, c'est de faire le tri entre les bons et les mauvais de celles qui considèrent comme étant dans la communauté. Donc on se livre là à l'été des fatwas. Habituée des polémiques et des convocations par la police, c'est donc ici la 15e plainte déposée contre Rima Hassan en l'espace de 2 ans. Elle qui a déjà fait l'objet de procédures pour menaces de mort ou encore apologie du terrorisme. Jean-Baptiste Marty, journaliste police-justice à la rédaction d'Europe 1. Un nouvel acte antisémite signalé en début de semaine à Villeurbanne, près de Lyon. Une plaque commémorative témoignant respect éternel aux justes parmi les nations de cette ville a été arrachée. Cette plaque contenait une petite dizaine de noms de femmes et d'hommes qui ont sauvé des juifs durant la Seconde Guerre mondiale. L'antisémitisme ravage les villes françaises, selon Benyamin Netanyahou, et ce phénomène est alimenté par la volonté d'Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien le mois prochain, toujours d'après le Premier ministre israélien, qui formule ses graves reproches dans un courrier adressé au président de la République, rendu public hier. Une lettre qui ne restera pas sans réponse, assure l'Élysée, qui réaffirme que la France protégera toujours ses compatriotes de confession juive. La rencontre Poutine-Zelensky aura-t-elle lieu? Donald Trump s'est engagé en début de semaine à réunir les présidents russes et ukrainiens dans la même pièce d'ici à 15 jours afin de finaliser un accord de paix entre les deux pays après 3 ans et demi de guerre. Mais les modalités de cette rencontre restent encore à trancher, à commencer par le lieu. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Washington. Le président américain active ses contacts pour organiser ce sommet. Oui, et selon la presse américaine, Donald Trump envisagerait Budapest, la capitale de la Hongrie, pays européen dont le gouvernement ne cache pas sa proximité avec Washington et Moscou. Le président américain a justement discuté au téléphone avec son homologue hongrois Viktor Orban il y a 2 jours, officiellement pour parler du blocage par Budapest de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Mais selon le média Politico, Viktor Orban aurait proposé d'accueillir la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, et Donald Trump se serait montré intéressé. Pour l'instant, la Maison-Blanche n'a pas confirmé ni démenti l'information. Pas de réaction officielle non plus à propos d'un sommet à Moscou, comme suggéré par les Russes, ou à Genève, comme proposé par Emmanuel Macron. Mais sur Fox News, hier, Donald Trump a assuré qu'il n'enverrait aucune troupe américaine en Ukraine. Les États-Unis pourraient cependant fournir un soutien aérien à Kiev, en guise de garantie de sécurité. Sur un ton plus léger, le président américain, âgé de 79 ans, a également estimé qu'obtenir un accord de paix en Ukraine pourrait l'aider à accéder à sa mort au paradis. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, et concernant les garanties de sécurité apportées à l'Ukraine par les Occidentaux en cas d'accord de paix. Une réunion est prévue aujourd'hui à distance entre les chefs d'état-major des 32 armées de l'OTAN. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 6h34. Gérald Darmanin à la manœuvre contre la surpopulation carcérale. Le ministre de la Justice s'est rendu hier à la maison d'arrêt de Nîmes où le taux d'occupation frôle les 200%. Une extension contenant 150 places supplémentaires a été inaugurée. Ce déplacement de Gérald Darmanin était prévu initialement la semaine dernière, mais il avait été reporté en raison d'une polémique autour de la présence d'une table de massage dans l'établissement. Stéphane Burgat. La polémique, comme les tentatives de justification qui ont suivi, ont fortement agacé le ministre de la Justice. On m'a appris à parler français. Une table où on s'allonge et on peut avoir des soins, ça s'appelle une table de massage. La prison, c'est un lieu où on doit purger sa peine, bien évidemment, mais on doit aussi respecter la société et les victimes. Et quand on est condamné à une peine de prison, on est condamné à de la prison. Alors la décision que j'ai prise, c'est de prendre cette table de massage et de la faire mettre dans le local professionnel des agents pénitentiaires, parce que c'est eux que je veux soutenir en premier lieu.
Gérald Darmanin qui veut redonner du pouvoir et des moyens aux équipes pénitentiaires. Moi, je vois des agents pénitentiaires fatigués. Je vois des agents pénitentiaires qui sont en sous-nombre par rapport aux détenus qu'ils doivent gérer. Je vois que dans des prisons qui sont censées être des lieux où on est privé de contact avec l'extérieur, on trouve des téléphones, on trouve de la drogue, on trouve des couteaux en céramique. Il y a des agents pénitentiaires qui font en effet soutenir contre le narcotrafic et contre la violence. Il n'y a pas assez d'agents pénitentiaires. Donc pour la première fois, on va recruter 1000 agents pénitentiaires supplémentaires en plus des départs en retraite l'année prochaine. Plus de personnel et plus de cellules disponibles. L'extension de la prison nîmoise augmente ses capacités dès cette semaine avec 150 places supplémentaires et un second établissement verra le jour dans le sud de la ville à l'horizon 2027. Nîmes, Stéphane Burgat, Europe 1. La ministre chargée du numérique dénonce une horreur absolue après le décès d'une star des plateformes de streaming dans son sommeil, un décès diffusé en direct. La victime, surnommée Jean Pormanov ou JP, s'est éteinte après des mois d'humiliation et de sévices infligés par ses deux acolytes. Une enquête est ouverte en recherche des causes de la mort et le gouvernement saisit l'Arcom ainsi que la plateforme Pharos. Ne rien laisser passer, c'est par ces mots que Bruno Retailleau apporte son soutien au préfet du Val d'Oise qui dépose plainte contre le député insoumis Aurélien Taché. L'élu avait apporté publiquement son soutien à la famille d'un homme tué par un gendarme en mai dernier après s'être montré menaçant envers le militaire lors d'une intervention. Dans ce message publié sur les réseaux sociaux, Aurélien Taché avait écrit, je cite, « La police tue partout ». C'est l'une des conséquences des récentes vagues de chaleur en France. Les vendanges démarrent plus tôt que prévu. Plus les températures sont élevées, plus les grappes mûrissent vite. Résultat, plusieurs régions viticoles ont démarré les vendanges dès la semaine dernière. Dans le vignoble alsacien, coup d'envoi donné hier matin pour les cépages destinés au crément. Concernant le champagne, le calendrier doit être dévoilé aujourd'hui. Les viticulteurs sont contraints de s'adapter. Illustration dans la région de Colmar avec le correspondant d'Europe 1, Noé Chaillot. Dans les vignes près de Colmar, les viticulteurs coupent les grappes de raisin avec une semaine d'avance par rapport à l'année dernière. Pierre, vigneron, vendange ses 11 hectares. L'équipe est là, présente, très content de pouvoir nous aider à récolter ce vin. Les raisins sont beaux, les degrés alcooliques sont présents déjà maintenant. Une précocité qui s'explique par le réchauffement climatique. Les étés plus chauds accélèrent la maturation des grappes. Le raisin est mûr plus vite. Il ne faut pas attendre trop longtemps, surtout avec les créments où on recherche plutôt l'acidité. C'est pourquoi on vendange là maintenant avec 10-15 jours d'avance. Gilles Erhardt, président de l'association des viticulteurs d'Alsace, est également dans ses vignes. Pour lui, la qualité du crément alsacien ne sera pas amoindrie par le climat, mais les récoltes risquent d'être plus faibles. On a des raisins, ils sont magnifiques, ils sont jaunes, ils sont croquants. On a vraiment une belle trame acide en plus. Seul petit problème, petite grappe, peu de baies et donc moins de vin. La perte pourrait atteindre 20 à 30% pour le crément d'Alsace par rapport aux années précédentes. Mais si la météo est pluvieuse d'ici la fin des vendanges, les vignerons pourraient sauver une partie de la récolte. Colmar, Noé Chaillot, Europe 1. Et après la chaleur, une partie de la France touchée par les orages. Hier, les Côtes-d'Armor, mais aussi l'Hérault, la Lozère et le Gard, avec des cumuls de pluie atteignant parfois 40 à 50 mm, des routes inondées par endroits. Ce matin, Météo France place 11 départements en vigilance orange, pluie, inondation, tous situés dans l'Est ou dans le centre. L'Espagne, également touchée par la canicule cet été, ce qui favorise la progression des incendies. Plus de 373 000 hectares de végétation sont partis en fumée depuis le début de l'année, 30 000 supplémentaires rien que sur la journée d'hier. Le Premier ministre Pedro Sánchez assure qu'il reste des heures difficiles, et cela malgré la fin de la vague de chaleur en Espagne. Elle aura duré 16 jours et provoqué 1 millier de décès selon les autorités. Il est 6h38 sur Europe 1. Vous nous écoutez peut-être en vous rendant au travail et si votre bureau se trouvait dans un EHPAD. C'est le cas pour les salariés d'Arbitrium, une entreprise spécialisée dans la gérontologie. Depuis 6 mois, 5 membres de l'effectif viennent travailler 3 jours par semaine dans un EHPAD du 13e arrondissement de Paris. Une façon de casser la routine pour les actifs et de recréer du lien social pour les seniors. Le reportage européen de Laura Legault. On prend des cafés parfois. C'est sympa. Hein. Ouais, c'est sympa. J'aime bien votre compagnie. C'est l'heure de la pause café pour Mathilde qui travaille dans cette start-up dont les voisins de bureau sont un peu particuliers comme Marie-Hélène, 79 ans. Chaque semaine, elle croise les salariés de l'entreprise installée dans sa maison de retraite. Ils sont sympas. Vous parlez avec eux assez souvent ? Un petit peu, oui, quand même. Il y a un côté qui est hyper touchant. On commence à tisser des relations avec les résidents. Les bureaux de Mathilde sont en plein milieu de l'EHPAD, alors pendant que les salariés pianotent sur leurs ordinateurs, les résidents viennent
les saluer, jusqu'à parfois créer des situations étonnantes. Ça arrive d'avoir des appels en visio où d'un coup il y a quelqu'un qui vient se mettre derrière, faire un coucou, faire la sieste, et du coup ça donne un peu de rythme au quotidien. Rythmer le quotidien et faire des économies avec un loyer plafonné à 350 € par mois. Un avantage non négligeable pour Sabrina Alberac, cofondatrice de la start-up. Avoir un espace comme celui-ci pour des moyens en tout cas qui sont limités au début quand on démarre avec une entreprise, c'est un vrai gain pour nous. Aujourd'hui, cette start-up aide de petites entreprises à s'installer dans des résidences pour seniors. En Ile-de-France, 3 EHPAD ont déjà sauté le pas. Le reportage européen de Laura Legault. En football, un début de saison chaotique pour l'OM. Après une défaite face à Rennes vendredi dernier en ouverture de la nouvelle saison de Ligue 1, l'OM se retrouve déjà confronté à une grave crise en interne. Après une violente altercation entre 2 de ses joueurs, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sont mis à l'écart du groupe et leur départ est même vivement souhaité par le club. Alexis Bourdon. Oui, 2 joueurs sont invités à partir puisqu'ils ont été placés sur la liste des transferts. L'international français Adrien Rabiot et le jeune anglais Jonathan Rowe ne font plus partie des plans du club marseillais. Dans un communiqué, l'Olympique de Marseille a justifié cette décision par le comportement inadmissible des 2 joueurs. En effet, les 2 hommes en sont venus aux mains après la défaite à Rennes. En ce qui concerne l'international français aux 53 sélections, en plus de cet incident vendredi soir, son manque d'investissement serait pointé du doigt. C'est ce qu'a confié sa mère et agent Véronique Rabiot au quotidien sportif L'Équipe. L'OM a fixé le prix des 2 joueurs et espère obtenir 20 millions d'euros pour Rowe et 15 millions pour son milieu français de 30 ans. Selon le journal La Provence, le club de la Canebière est même prêt à laisser Adrien Rabiot 1 an sur le banc si aucune offre satisfaisante n'arrive sur le bureau des dirigeants olympiens. Alexis Bourdon. Et puis c'est un record absolu pour un jeu de tirage en France. Une personne vient de remporter 250 millions d'euros à l'Euro-Million hier. C'est tout simplement la somme maximum proposée par la Française des Jeux. Le précédent record datait de 2021 quand une femme résidant à Tahiti avait remporté 220 millions d'euros. C'est déjà pas mal. Ça va pour la journée, ça suffit. C'est ça. C'est pas mal. Merci Maël Hassani. 6h.